Les amis, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je pense que peut-être vous n'allez pas me reconnaître parce que j'ai le crâne complètement rasé, c'est vrai. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai perdu mon papa. Et donc dans ma coutume, dans notre tradition, c'est la tradition biblique d'ailleurs, lorsqu'on perd un membre de sa famille, hein, c'est un membre très proche, un père ou une maman, en fait, on doit se raser la tête complètement et on doit s'habiller en noir. C'est pour ça que je porte du noir. Je vous interdis de le faire. Ne vous habillez pas en noir. Le noir, c'est la couleur du deuil. Maintenant, pour des personnes qui m'écoutent souvent, ne vous habillez pas en noir. Ne portez pas du noir. Le noir, c'est la couleur du deuil. Alors, dans ma coutume, nous faisons le deuil de cette façon. C'est une façon de montrer aussi notre reconnaissance sur un long terme à notre personne décédée. Nous voulons aussi, c'est aussi une façon de témoigner notre fort attachement à ces personnes. Et donc, nous sommes appelés à porter des vêtements de couleur sombre qu'on appelle la couleur du deuil. Donc, ça dure, ce rite dure pendant une année entière. Et après une année, il y a une très grande célébration qui se fait. Et donc, on enlève le noir. Voilà, donc les rites de deuil chez nous sont très importants. Ça fait partie de notre tradition, et d'ailleurs de la tradition biblique elle-même. Et je ne sais pas, quand on perd un membre de notre famille, nous devons faire le deuil pendant 7 jours, nous mettre vraiment en situation lamentable, pleurer le deuil, ne pas, par exemple, regarder la télé, écouter la musique. On doit vraiment pleurer la personne pour montrer à quel point nous avons un attachement. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Et ce n'est pas parce que vous me voyez habillée en noir que vous allez porter du noir. Vous savez, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit, j'ai habillé le monde en bleu, j'ai habillé le monde avec la couleur du ciel et le monde m'a habillé en couleur de deuil. Et vous ne pouvez pas savoir combien j'ai aimé porter du bleu. J'adore le bleu. Ce n'était pas une couleur pour moi avant qui était favorable ou fondamentale, mais j'adore le bleu. C'est devenu une couleur pour moi incontournable, je vais dire. Je ne me vois pas m'habiller autrement que m'habiller en bleu. J'irais même jusqu'à faire des cheveux tout bleus s'il le faut. Si pour moi, c'est pour créer une rupture avec ce vêtement noir que je porte. Voilà, et c'est un peu ça la réalité. Donc c'est pour cette raison que j'ai le crâne nu. Vous n'allez peut-être pas me voir tout le temps comme ça, parce que de temps en temps, je dois porter une perruque. Peut-être, hein, regardez, je suis peut-être pas moche avec le crâne tout nu, peut-être, hein, je n'en sais rien. Mais ça fait bizarre, j'ai demandé à mon fils comment il me trouvait. Il m'a dit, oh, on dirait que t'es un garçon. Ça m'a choqué. C'est pour ça que j'avais porté la perruque la dernière fois. J'avais pas envie de la porter. Mais en même temps, il a un peu raison. Ça fait partie des codes de la beauté féminine. Ça fait partie de toutes ces choses auxquelles ce n'est pas de la convoitise. Mais ça fait partie de la beauté de la femme. On le fait si on veut. On le fait pas si on veut pas. Et moi, je trouve que c'est aussi une façon appréciable pour la femme d'être vraiment une femme. Elle change quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut pour parfaire sa beauté. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce point. Donc voilà, je voulais vraiment m'expliquer sur ce point pour vous expliquer la raison pour laquelle voilà, je m'habille en noir. C'est très douloureux quand on perd un parent. Certains m'ont dit, ah, une année habillée à la même couleur. J'ai dit oui, mais bon, il y en a qui mettent la même couleur tout le temps sans s'en rendre compte que c'est une couleur de deuil. Donc moi, excepté cette période pendant laquelle je dois porter du noir, en effet, je ne porterai pas du noir après parce que je suis très très intéressée par
par le bleu que je porte tout le temps, et donc je crois que je vais m'y tenir. Avec d'autres couleurs, hein, je pourrais rajouter du blanc, d'autres couleurs, j'ai envie de ramener d'autres couleurs dans mon propre code vestimentaire. Pour l'instant, je vais me contenter voilà, de pleurer mon père. C'est une très grande douleur pour moi, c'est une très grande douleur. Je savais pas que c'était aussi difficile. Quand je vais dire difficile, c'est exactement le mot de perdre un papa, quoi. Je vais dire, c'est très dur, c'est très difficile. C'est, voilà, c'est... Il n'y a pas de mots. Autant, je sais pas, c'est peut-être l'ordre de la perte qui me met dans cet état, je ne sais pas. Mais j'ai perdu mon père. Et pour moi, c'est une grande difficulté. Voilà, c'est ce que je dois vous dire. En même temps, ce que je voulais vous dire aussi, c'était que je venais ici parler de la famille. De la famille. J'ai voulu aborder cette question aujourd'hui même parce que il me semble très juste, voire même fondamental, de pointer cette question du doigt pour que nous puissions regarder, avoir un autre regard sur la famille, parce que ce sont les familles qui construisent qui construisent la société. On a souvent abordé la question sur plusieurs aspects, interpellé la question comme on a pu, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que je m'en suis rendu compte en parlant, en parlant avec de nombreuses personnes, en ayant des conversations avec des amis, des copines, ainsi de suite, des membres de ma famille, qu'en fait, la famille, dans le code de la gestion sociale, alors je vais vous dire ça avec une très grande insistance parce que c'est important de le dire, parce que si on ne signifie pas ce fait avec une extrême pertinence, on ne pourra pas comprendre à quel point la famille est complètement lésée. Quand je dis lésée, c'est le mot. J'ai été très surprise. C'est-à-dire que de nombreuses personnes conversent avec d'autres, interpellent les uns les unes et les autres avec leur façon de comprendre la vie. Mais au-delà de parler avec les personnes, moi j'essaie de voir les choses et de les vivre. Il ne s'agit pas simplement d'une conversation. Dans ce cas, on ne parle pas avec les gens, on ne parle pas avec des gens pour parler. Lorsque nous entretenons une conversation avec des personnes, c'est parce que dans la conversation, nous pouvons tirer un profit. Seulement, ce qui se passe, c'est que c'est très curieux, c'est que j'ai parlé avec plusieurs personnes récemment qui, à chaque fois, ont des problèmes familiaux. Des hommes mariés qui se conduisent comme je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, c'est très délicat. Comme je dis souvent, c'est très délicat. Les êtres humains, très souvent, s'appuient sur des codes sociétaux pour avancer. Dans une société, les gens ne créent pas. Les personnes normales ne créent pas des codes comportementaux. En fait, ils copient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. En fait, ils copient les mentalités. Ils copient. C'est-à-dire que quand nous sommes face à un comportement, citons-les, tous ceux qu'on voit dans la société de nos jours, hein, en fait, nous nous en rendons compte que les êtres humains copient les mentalités dans le monde. Excusez-moi, je vais écrire quelque chose. Ils copient. Donc,
quand nous sommes face à ces situations, on n'a pas envie de condamner les papas, les mamans. On ne veut pas condamner tous ces hommes qui font des enfants dans la société et qui finalement, comme ça, les abandonnent, les rejettent au prix de rien du tout. Parce que la convoitise est exactement ce que les codes sociétaux ont instauré. Donc, dans certaines mentalités, le rejet de l'autre, l'abandon de l'autre est devenu très normal. Les mots manquent pour signifier avec pertinence ce que j'ai envie d'évoquer ici, pour qu'on puisse comprendre cette question et qu'elle puisse nous interpeller, sans forcément paraître comme un jugement de valeur. Non, c'est plutôt une sorte de constatation. C'est pas de la rigueur, mais c'est un appel au réveil, au sursaut, pour regarder la société en posant un regard beaucoup plus concret. Je disais tantôt que dans la gestion globale du monde entier, en effet, la famille en soi, je vous rassure, la famille est complètement lésée. Non pas lésée à cause de la justice qui est elle-même du droit, qui permet aux membres de la famille à respecter le droit, parce que c'est un code gouvernemental que n'importe quelle personne doit apprendre et mettre en pratique. Non pas de la consommation qui fait partie en réalité du comportement même humain. La consommation, tout le monde consomme. Ou encore de l'éducation qui est un acquis dans la société. Je ne parle pas de ça. Je parle même de la véritable stabilité familiale au sein du monde. Ça, c'est ce que je veux évoquer ici et je vous rassure que c'est très important. La stabilité familiale au sein même des cadres familiaux, parce que je peux vous dire avec la plus haute pertinence, avec la plus grande rigueur, que les familles sont complètement lésées dans le monde. Complètement lésées. À partir du moment où la famille contribue au budget des États, à la consommation des entreprises, à la vie politique, à partir du moment où la famille peut se joindre à un mouvement politique pour défendre des droits, à partir du moment où la famille peut exister pour aller à l'école et remplir les salles d'études, à partir du moment où la famille peut remplir les rues et continuer encore de consommer, à partir du moment où la famille peut exister, à partir du moment où la famille peut se représenter dans la société telle qu'elle est représentée aujourd'hui, en réalité, la famille est complètement ignorée, oubliée, rejetée, bafouée. Les droits fondamentaux de la famille, c'est-à-dire que le droit même familial ne protège pas suffisamment la famille. Pourquoi? Parce que sans porter un jugement, une fois de plus, notre société s'est fondée sur une logique gouvernementale politique basée sur le pouvoir, le devoir du pouvoir et l'éducation par le pouvoir. Or, la famille, en elle-même, au sein même de toutes les catégories sociales, de toutes les catégories de la gestion sociale, est à la fois forte parce qu'elle peut apporter sa contribution pour l'émergence de la société, mais en même temps, elle est complètement oubliée. Dans ses droits fondamentaux, c'est-à-dire qu'à la maison, dans le cadre familial, la famille, en fait,
est complètement ignorée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on parle avec n'importe quelle personne dans cette société, elle a un problème. Le problème étant que malgré l'existence du droit familial, en fait, ce droit n'est pas fait pour encadrer la famille ou encore pour instaurer un sentiment de confiance envers la famille. Le droit aujourd'hui de la famille représente le droit du plus fort dans la famille. Or, permettez-moi de vous le rappeler, c'est la famille qui participe à toutes les constructions, je vais dire différemment. C'est la famille qui participe à toutes sortes de mécanismes sociaux pour aider le monde à avancer. Dans de nombreux pays, la politique devient très instable. Et l'on nous dira, oui, c'est parce qu'il y a des mouvements politiques. Oui, c'est parce qu'il y a des contestataires. On ne dit pas non. Mais le problème qu'il y a, c'est que les personnes qui pensent ainsi doivent reconnaître une chose. C'est que la famille subit ce rejet de ses droits fondamentaux. Il ne s'agit pas du tout du droit en tant que tel. La famille, dans toutes les familles, toutes les personnes ne sont pas appelées à déposer plainte contre d'autres ou encore à faire du mal aux gens ou encore, j'ai vu des excès ou récemment, en fait, les faits sociaux, les faits de l'actualité sociale, disons que je ne vais pas m'attarder dessus, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, au sein même de la politique universelle, les personnes qui souffrent, c'est la famille. Parce que il y a une sorte de laxisme quand il s'agit de parler de la famille. Prenons le cas, par exemple, de l'encadrement politique proprement dit. Lorsqu'on voit les politiciens, tous les codes politiques sont faits de façon à ce qu'ils ne soient pas bafoués. Tout est réglementé, tout est parfait, tout est bien fait. Il y a des votes au suffrage universel, il y a des titres, il y a de la catégorisation des titres, ainsi de suite. Il y a des rôles à ne pas passer, à ne pas bafouer. Et il y a également cette sécurisation que l'on trouve très souvent au sein même du mécanisme de la gestion politique. C'est très bien fait. Naturellement, il y a des dérapages, des traîtrises, exactement, c'est ce que je dois dire. Mais, quand on prend aussi un exemple sur la gestion des sociétés, les sociétés sont établies de façon à ce qu'il y ait l'ordre. C'est-à-dire que quand on prend le droit du travail, par exemple, le droit du travail est fait de façon à encadrer à la fois les employés et les employeurs. Ça, c'est une réalité. Et dans ce droit, toutes les catégories du droit sont respectées de façon à ne pas les bafouer. Chacun connaît ses droits. Chaque personne n'a envie de commettre une erreur parce que si on commet une erreur, il y aurait des problèmes. Il y a des dérapages. Puisque je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler, j'ai connu moi-même le désastre professionnel où on bafoue nos droits sans que nous n'ayons besoin de savoir, de connaître la raison. Et donc, au-delà du monde professionnel, il y a beaucoup d'autres domaines comme ça qui sont très structurés. Lorsque l'on regroupe tous ces domaines dont je viens de citer, en effet, qui c'est qui les construit? C'est la famille.
Point. C'est comme ça. C'est la famille qui construit tous ces, en fait, toutes ces catégories sociales. Or, la famille en elle-même n'est pas protégée. Rencontre de grosses difficultés. Interpellons par exemple, commençons par les jeunes hommes du quartier, les jeunes garçons qu'on rencontre dans les quartiers avec les jeunes femmes. Très souvent, il y a de nombreux dérapages dans ce domaine. Ils mettent des femmes enceintes. Très souvent, ce sont des relations comme ça entre des gens. Et quand une femme tombe enceinte, si elle décide d'avorter, elle avorte, d'après le droit institutionnel tel qu'on le connaît. Moi, je suis contre les avortements. Ou encore, ils décident de s'entendre, de garder l'enfant. Mais, jusque-là, on peut se dire que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, parce que personne ne doit s'obliger de se... Je sais pas, comment dire. En fait, je ne vais pas dire ça, parce que je suis quelqu'un de très logique et de très juste. Quand les deux personnes décident de garder un enfant, sans vivre ensemble ou encore en vivant ensemble, on voit dans les deux cas. En effet, l'enfant doit être priorisé. L'entente entre les deux personnes ne doit jamais interférer sur le droit même de l'enfant. Et la justice doit devoir favoriser cette logique en tant qu'un effet d'évidence et non pas de destruction ou encore de simulation. Il faut absolument parvenir à coexister avec la protection de la famille. Je vous explique. Le nombre de femmes qui se voient aujourd'hui en train de courir derrière les pères pour bénéficier de l'aide. C'est même pas de l'aide. Pour les interpeller, c'est même pas une interpellation. Pour les obliger à s'occuper de leurs enfants, vous en trouvez partout. Aujourd'hui, c'est devenu un code normal. C'est devenu un code presque standardisé. Un homme qui s'occupe d'un enfant, comme c'est lui qui travaille, il le fait quand ça l'arrange. Le jour où il n'est pas content de la mère, en fait, il ne le fait pas. Lorsque la mère travaille, très souvent, elle s'occupe de son enfant sans jamais demander quoi que ce soit au papa, et tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est la vérité. Mais lorsque la maman est défaillante et qu'elle ne travaille pas, en effet, les papas prennent parfois le choix de ne pas s'occuper des enfants en fonction de la relation qu'ils ont avec la maman. On dit la chose différemment. Si la maman a été très gentille avec le papa, alors il va se dire, bon, je vais m'occuper de l'enfant. L'enfant devient en ce moment-là un problème de la mère, alors que c'est un problème qui est commun. Voyez-vous? Alors, quel est le rapport entre un homme et une femme, puis un enfant, qui à un moment donné dans la vie, on a au milieu d'un couple un être innocent comme ça qui arrive dans le monde. Et au milieu de tout un rouage, un mécanisme, cet enfant naît et se retrouve un jour piégé, pris en rançon entre une relation entre un homme et une femme. Quelle est cette... Expliquez-moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre
quel est le droit de l'enfant dans ce monde aujourd'hui quand nous reconnaissons et que nous sommes tous au courant de cette réalité que si une maman est défaillante financièrement ou bien a besoin des compléments de revenus d'un homme pour s'occuper de l'enfant, il faut qu'elle soit très gentille, avenante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde a éduqué les hommes à être des personnes irresponsables. Avoir un enfant, c'est je m'en occupe ou pas. Personne ne me demandera rien. Avoir un enfant, c'est un devoir. C'est une logique comme respirer, comme vivre. Parce qu'avoir un enfant, c'est même pas une sorte de responsabilité, mais c'est une sorte des vocations. Je ne parle pas de vocation, évoquer, voilà. C'est une sorte d'évocation de nous-mêmes. Un enfant, c'est nous. Il n'y a pas un enfant, c'est nous. Il vient de nous. Il provient de nous. L'État, le droit n'a pas à obliger à un papa de s'occuper de son enfant. C'est pas possible. Ce n'est pas simplement, c'est que j'ai tellement entendu des cas ces derniers moments, c'est bien que je me suis dit, je vais faire une vidéo à ce propos, parce que je suis dépassée. Vous savez, quand je parle comme ça, quand je m'exprime de cette façon, de nombreuses personnes pourraient dire, ah oui, bon ben, elle aussi, elle a eu un enfant jeune. Oui, c'est vrai. J'ai eu ma fille quand j'étais jeune, mais j'ai eu vraiment cette chance extraordinaire, je le redis, hein, une chance extraordinaire, de tomber sur un papa qui, lui, notre relation ne le concernait pas. Ce qui était important, c'était l'enfant avant tout. Sa fille était la prunelle de ses yeux. Il voulait absolument que sa fille soit la plus jolie, la plus belle, la mieux vue parmi tous les bébés. Et donc, il faisait tout ce qui était à son pouvoir, suivant sa capacité, de s'occuper de l'enfant. Je ne travaillais pas, j'étais très jeune. Et lui, il travaillait. Et donc, à chaque fois, en fait, c'était un papa. Je ne dis pas qu'il était parfait. Envers moi, non. Il avait énormément de femmes qui lui couraient après et qui voulaient absolument être avec lui. Et bien moi, j'étais là, comme ça, jeune, naïve, qui ne savait pas trop grand-chose. J'avais un bébé. Et donc, mais lui, qu'importe la relation qu'il avait avec moi, c'était pas le problème. Ce qui était important, c'était son enfant, c'était sa fille. Tellement il s'occupait de cet enfant que les gens du quartier nous disaient « Waouh, on n'a jamais vu un papa pareil ». Et à un moment donné, quand il arrivait un événement où il devait avoir un monde bruyant dans notre famille, en fait, il mandatait une personne de sa famille de récupérer l'enfant pour l'enlever de ce cadre. En fait, c'était un homme qui savait et qui avait vraiment ce devoir parental, qui disait, moi, que je m'entende avec la maman ou pas, ce n'est pas mon problème. Au milieu de tout ça, j'ai ma fille qui est au milieu de cette relation-là. Il s'occupait de sa fille, qu'importe qui soit avec moi ou pas. Il tenait à ce que sa fille ait du lait maternel quand il fallait, acheter ses vêtements quand il fallait, tout ce qui pouvait concerner sa fille. En effet, il était présent. Il ne dérogeait jamais. Il était toujours là. Il était, alors je vais dire, une sorte de surpapa. Il arrivait des moments où nous discussions et que je n'allais pas chez lui, mais il faisait tout pour venir voir sa fille. Il venait me voir, il me disait, je vais voir ma fille. Et je lui montrais sa fille, je lui donnais sa fille, passer du temps avec elle, ainsi de suite. Et après, il partait, mais il faisait tout parce que il avait mis au monde un être. Nous devons éduquer la société à devenir responsable. On ne peut pas accepter que
les gens qui doivent construire le monde demain, l'avenir, le futur, puissent se retrouver autant lésés, grandissent avec autant de blessures. Parce que je vous rassure, quand un enfant est rejeté, bafoué, en effet, en grandissant, il ressent une colère. Et cette colère, naturellement que ça pourrait arranger les gens qui se disent « Ah oui, s'il grandit en étant dur, il deviendra un méchant. » Mais dans une société dans laquelle on instaure la méchanceté, on ne reçoit rien d'autre que de la méchanceté. On reçoit la méchanceté. C'est aussi simple que ça. Dans une société dans laquelle on instaure l'amour, on reçoit l'amour. Et on ne peut pas déroger, on ne peut pas discuter. C'est une logique qui est juste, évidente, palpable. Parce que quand on construit le mal, on ne reçoit rien d'autre que le mal. On ne peut pas permettre que la famille en elle-même, qui est la structure, qui est la fondation de la construction des sociétés à travers le monde, puisse rencontrer autant de difficultés, de dérapages, de rejets. Parce que quand un homme ou un jeune homme fait un enfant, il doit être sûr qu'il doit s'en occuper. Moi, je ne suis pas pour les avortements. Et d'ailleurs, il peut y avoir des lois qui disent, qui obligent les hommes et les femmes à pouvoir s'occuper d'un enfant de façon à ce que ces enfants-là n'aient pas à devenir des mendiants, vraiment, vis-à-vis de leurs parents. Ça, c'est le mot. Devenir des mendiants. Je connais même des enfants aujourd'hui qui parfois sont tellement lésés dans la société parce que les papas savent que de par leur pouvoir, de par leurs rangs sociaux, en effet, ils sont inattaquables. Avant justice, ce sont eux qui tiennent les rouages de la justice. Va te plaindre là où tu veux. Ils n'ont pas le temps. Parle à une assistante sociale. C'est elle qui aura des problèmes. Alors la société, c'est à construire un monde dans lequel l'enfant est renvoyé à un rang qui est inexplicable. Or, l'enfant doit être positionné en tête de mire, en rang de mire, pour pouvoir se construire et construire la société qui l'entoure de façon équitable. Excusez-moi, je vais écrire quelque chose. Donc, comme j'étais en train de vous dire, nous devons en être conscients. Nous devons savoir que un enfant dans la société doit être protégé. Et nous devons mettre en place des procédures et des procédés qui vont permettre à des familles qui ne peuvent pas interpeller la justice de trouver la réponse à côté. En Afrique, dans de nombreux pays, il existe ce qu'on appelle le chef du quartier. C'est quelqu'un qui répond aux problèmes d'urgence quand les familles n'ont pas d'argent. Le chef du quartier, c'est qui? C'est quelqu'un qui est là pour juger les problèmes qui sont très restreints. Des problèmes de toutes les personnes, riches, pauvres, ainsi de suite. Ces personnes sont là pour ça. Si une maman n'a pas des moyens financiers, ou encore un papa qui a la garde de son enfant n'a pas des moyens financiers, il a la possibilité, ou elle, de partir chez le chef du quartier pour se plaindre et pour dire, dire voilà, depuis des jours, voilà telle personne, mon mari ou le père de mon enfant ne m'a pas donné de quoi nourrir l'enfant. Voyez-vous, nous devons voir la famille comme ça, protéger la famille. La famille n'est pas simplement un sujet de consommation. La famille n'est pas un sujet de l'adaptation politique. La famille n'est pas faite pour se joindre à tous les mouvements politiques quand il le faut. On ne doit pas simplement utiliser la famille, mais la famille doit devenir prioritaire dans le monde.
Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a complètement choquée et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Je connais un couple d'amis, je ne vais pas dire un couple d'amis. Je connais des gens et c'est un couple, je vais dire ça comme ça. Ils ont en fait une fille. Et donc, c'est un couple marié qui ont décidé de se séparer. La femme, c'est pas du genre, elle ne travaille pas. Pas parce qu'elle est handicapée ou encore parce qu'elle ne peut pas travailler. Elle ne travaille pas parce que son mari l'a mise dans une situation de retrait professionnel, ce qui fait que elle s'est retrouvée à s'occuper de son mari, lui faire à manger, nettoyer la maison, s'occuper, en fait, laver ses vêtements, ainsi de suite. Et comme la société ne protège pas suffisamment la famille, et comme la société accepte, et que, naturellement, quand il y a une personne qui écrit sur Internet, bombe, waouh, le FBI, la KGB, tous je vais dire, tous ces mouvements de protection sociaux, de protection sociale, s'engagent à chercher qui a écrit cela. Oh, quand on appelle un couple, ça dit qu'on parle de la famille qui construit la société, qui élargit la société, qui crée tous les arbres généalogiques dans la société, on est face à un sursaut. Parce que quand un homme met en retrait sa femme de la vie professionnelle, lui impose ses volontés et que la femme se dit, bon, ben, puisque mon mari veut comme ça, je m'occupe de la maison, ainsi de suite, il n'y a pas de problème, mais devient le sujet, un sujet de dénigrement, d'insulte, de rejet de la même personne. Parce que quoi? Quand une femme travaille, elle est belle, elle s'arrange, elle plaît à son mari, mais quand il l'introduit dans la maison et elle devient la boniche mariée, en effet, elle n'est pas toujours bien préparée ou en beauté. Une femme qui fait la cuisine, qui nettoie la maison toute la journée, qui doit penser aux courses, qui doit penser au repassage, qui doit faire tout ça, ne pense pas toujours à être toujours maquillée, bien faite, bim bim bam, tout ce qu'on peut dire. Non mais franchement. Donc lui, le mec, il se dit, j'ai déjà une femme à la maison. Alors, puisqu'elle est là, elle s'occupe de la maison. Je vais trouver une maîtresse avec qui je dois sortir dans les restos. Elle est toujours bien préparée. Pourquoi? Parce que la femme qui est à la maison, elle sait qu'elle est mariée et qu'elle elle est avec son homme et qu'ils sont ensemble, donc il n'y a pas de problème. Mais la femme que l'homme rencontre dehors, donc elle n'est pas obligée tout le temps d'être belle. Et l'homme ne doit pas forcément l'inviter tout le temps au resto. Lui aussi, quand il arrive à la maison, il est fatigué. Donc, il a besoin de se reposer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Puisque dehors, l'homme, c'est comme un bébé. Et il voit les femmes toujours préparées, toujours belles, toujours bien maquillées, parce qu'elles sont dehors. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait carrément, lui, le choix de rechercher une femme avec qui il doit se mettre. Et à la maison, la femme devient quoi? Un rejet. L'enfant qui naît du couple devient un rejet, devient un problème. Ce qui se passe, c'est que quand j'interpelle le couple dont je suis en train de parler, c'est que dans leur relation, avant qu'il ne rencontre sa femme travaillait, elle avait monté un restaurant international. Bon, quand je dis international, on pourrait dire, oui, c'est un très grand restaurant. Non, mais c'était un restaurant qu'elle avait monté à l'endroit où elle vivait et elle avait toutes sortes de clients. Des clients qui venaient de tous les pays. Des noirs, des blancs, des métis, ainsi de suite. Toutes les personnes qui pouvaient venir manger chez elle venaient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, elle avait ses recettes. À partir de ses recettes, elle avait même investi dans sa propre famille. Le monsieur décide de la prendre pour épouse. Il la sort de son resto. Il l'amène chez lui au lieu de lui ouvrir un resto ou un café où elle devait continuer à s'épanouir parce qu'elle est
elle est passionnée par la restauration. Et donc, en effet, ce qui se passe, c'est qu'il l'oblige à rester à la maison. Alors, elle reste à la maison faire des enfants. Elle rencontre des difficultés, des fausses couches, ainsi de suite. Mais elle fait des enfants. Entre-temps, qu'est-ce que fait l'homme? En fait, il ne la regarde plus. Il se trouve une maîtresse et il commence à vivre avec la maîtresse avec qui il fait un enfant au sein du monde. Dites-moi, à quel moment la justice a intervenu? Vous croyez que les gens ne savaient pas? Vous croyez que les personnes n'étaient pas au courant? C'est une bombe aussi qu'on pose dans la famille. C'est une méchanceté gratuite. Parce que le droit familial est fait de façon à ce que, comme les gens ne peuvent plus vivre ensemble, elles doivent se séparer. On n'est pas obligé de vivre avec des gens. Le mariage n'est pas une obligation. C'est une volonté qui est mutuelle. Alors, quand la mutualité n'y est pas, il ne faut pas forcer. Alors, ce qui se passe dans notre société, c'est que tous les mouvements de protection sociale sont prêts à courir après quelqu'un parce qu'il a dit Allahu Akbar. Toutes sortes de déclenchements d'alerte se mettent en place. Mais quand il s'agit de la famille, qui est le socle même de la construction de la société, la force même de sa protection perd son éthique face à nos regards à tous. Quand il y a un chef du quartier, le chef du quartier peut créer des personnes, peut créer un mouvement restreint dans chaque quartier pour essayer de collaborer avec les familles et pour savoir ce qui se passe dans les familles pour mieux les protéger. Pour essayer de les accompagner en cas de difficulté avant d'interpeller la justice au cas où il n'y a pas d'entente. Et que la justice, peu importe le continent où on se trouve, peu importe, et surtout j'interpelle l'Afrique quand je parle de cette question, l'enfant en Afrique est vu comme une sorte de rejet. L'enfant ne vaut rien en Afrique. Parce que si l'Africain ne fait pas un enfant, il doit en faire un autre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas se conduire de cette façon. Ce n'est pas juste. L'enfant doit être une priorité. Ce n'est pas une priorité pour faire partie de la vie, de la consommation, des paiements des impôts, des roulements et des mécanismes qu'on rencontre dans la vie. Non, l'enfant doit avoir un droit fondamental au sein même de la famille. Non pas un monde qui doit être construit sur une sorte d'enfant, je ne sais pas. Et donc, sans toutefois m'éloigner de mon sujet, de cet exemple que je prenais, donc cette femme, elle se retrouve avec une fille qu'elle a avec son mari. Je rappelle qu'ils sont mariés. Entre-temps, le mari, il a une autre conjointe, copine, avec qui il vit dans la maison dans laquelle il a construit avec la femme, une autre maison. Et donc, ils font un enfant. Face à la société, tout le monde regarde. Personne ne dit rien. Là, il y a l'adultère. Est-ce que quelqu'un intervient? Non, la justice n'intervient pas. On attend quoi? Qu'une mère qui sait d'avance que son enfant ne peut pas être protégé, que ses droits seront bafoués. Face à un homme, quel homme? Quand on nous dit, par exemple, qu'une femme doit concourir à la justice pour attaquer les gens même qui règnent sur la justice, on sait que c'est perdu d'avance. Parce que de toutes les façons, il n'y a que dans un monde très développé où une femme peut se dire « j'attaque un procureur du tribunal ». Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça quelque part où une femme se lève et se dit « je vais attaquer un procureur du tribunal ». En Afrique, de toutes les façons, c'est perdu d'avance. Or, si le droit de l'enfant devient fondamental, si dans les pays qui ne sont pas très développés socialement, on peut entendre, quand je dis socialement, c'est la vérité. Parce que quand un pays est développé socialement, le droit de la famille s'instaure dans les mentalités comme étant une raison de vivre.
Et c'est à ça que nous devons nous en tenir. Cette réalité qui nous permet de conforter notre regard sur une société qui se construit. Ne pensons pas que c'est simplement dans la maison d'à côté. Ne pensons pas qu'en créant tous ces mécanismes de destruction d'autres, en effet, ça se passe qu'ailleurs. Les problèmes se gangrènent, s'enchaînent et s'instaurent dans la société. Alors pour ça, il faut penser à la famille à partir même des éléments même principaux qui sont les enfants qui se trouvent dans la famille. Parce que les problèmes des grands, ça peut se résoudre. Mais quand un couple est marié et que l'homme va se mettre avec une autre femme alors qu'il est marié sur un régime qui ne lui permet pas de prendre une autre femme, alors que ce même homme décide d'avoir une concubine pendant des années et des années, aucune alerte de la justice n'est interpellée. Ses amis le savent, ne le dénoncent pas, tout le monde est au courant. D'ailleurs, ses amis partent manger chez sa concubine, en sachant qu'il est marié, en étant complice de son adultère. À partir de là, personne ne nous parle d'adultère. Ça devient très normal dans la société. Ça devient très normal. Ce sont des codes que les gens mettent en place pour obliger. En fait, c'est même pas obligé. Ce sont des mentalités qui se suivent depuis des générations. Jusqu'à quand ça va continuer? Pourquoi ça ne peut pas changer complètement? Pourquoi on ne peut pas instaurer dans le monde une autre façon de faire? Pourquoi? Pourquoi la famille ne peut pas devenir le socle même de l'identité humaine? Pourquoi? Pourquoi il y a tous ces dérapages? Qui peut expliquer? Aujourd'hui, quand on voit tous les mouvements, toutes les grèves, qui sait? Les personnes que les gens vont chercher, ce sont les familles. Les gens qui doivent construire l'avenir du monde. Et pourtant, ces mêmes personnes sont rejetées, bafouées, insultées. Quand ils demandent leurs droits individuels, en effet, ils n'existent pas. Mais lorsqu'il s'agit d'un droit collectif, on les appelle, on les incite, on va même jusqu'à les soudoyer pour qu'ils puissent intervenir, pour qu'elles puissent intervenir. Le droit de la famille s'estompe, se dissout, se fond face à un regard ignoble qui est posé sur la famille, sur les droits des enfants. Quand on voit un couple marié dans lequel un homme prend une concubine, il organise des fêtes somptueuses pour la concubine, il l'amène dans des eaux de choix, il l'impressionne, et qu'à la porte d'à côté, il y a sa fille qui n'a pas mangé depuis des semaines. Et qui n'a pas d'argent, qui tous les jours se lève, elle mange du riz sans sauce, elle mange de la pomme de terre cuite à l'eau, quand elle trouve, elle mange des pâtes sans beurre. Alors qu'il y a un homme à côté, face à la vue de la société, qui est en train de s'occuper des enfants de sa concubine et qui rejette son propre enfant. Et les enfants de sa concubine qui peut-être ont été aussi rejetés par le père. On se demande, mais c'est quoi cette société? C'est quoi ça? Ça, c'est gérer une société? Où est le droit de la famille là-dedans? Où est une logique là-dedans? Il n'y en a pas. Il y a de quoi être en colère. Quand on sait que cet enfant qui est né dans la pure innocence se retrouve en train de partir chez son père, lui demander de lui donner à manger parce qu'elle a dormi sans manger. Mais il y a de quoi être en colère. Parce que la société devrait être construite de façon à ce qu'un enfant soit une priorité. On ne peut pas jouer avec ce rôle. Parce que ce sont les enfants qui sont les
les réponses de la construction dans le futur. Ce sont les enfants qui doivent grandir et organiser la société. Qu'est-ce qu'on leur fait croire? Qu'elles n'ont pas de place, qu'ils n'ont pas d'importance, qu'ils n'ont pas de droit. Qu'est-ce que la société leur démontre? Qu'est-ce que la société leur dit? Comment est-ce qu'on peut générer des mentalités aussi inadaptées aux règles même du regard qu'on peut poser sur la famille, sur les enfants? Vous trouvez normal? Mais or, si un cas est résolu, on dira, bon, ce cas est résolu, mais il ne s'agit pas d'un cas. Il s'agit de milliards de cas à travers le monde qui doivent être résolus. On ne peut pas se permettre ce laxisme. Construire la société, ce n'est pas la détruire. Construire la société, c'est de lui apporter des réponses cohérentes et logiques. Construire la société, ce n'est pas simplement de créer des lois ou de régner. C'est aller même à l'endroit même où on ne pense pas y aller. Ça veut dire que dans la famille, instaurer des logiques. J'ai connu des mères de famille qui sont devenues complètement inutiles pour la société parce que leurs droits n'étaient pas respectés. Je sais que quand je parle de ça, de nombreuses personnes vont me dire, mais de quoi elle parle? De toutes les façons, la société aujourd'hui n'a plus de droits. Oui, mais qui c'est qui a instauré? Depuis quand? Depuis quelques décennies, on vit ce rejet, ce dénigrement de l'autre. Depuis quelques décennies, on vit ce bafouement des droits des personnes. C'est logique ça? C'est normal? Où est la construction du futur là-dedans? Je sais que vous avez souvent cette habitude de m'insulter. Bah, je veux bien, moi. Mais il y a une chose que vous ne comprenez pas. C'est que ce que je dis, c'est pour le bien et non pas pour créer des problèmes. Parce que si on ne peut pas penser à une génération qui construit l'avenir, on ne peut pas être tranquille. Moi, je vous explique. Prenons le cas des pays dans lesquels les présidents restent très longtemps au pouvoir. D'ailleurs, je vais interpeller le Cameroun, qui est un exemple parmi tant d'autres. Au Cameroun, par exemple, de nombreuses familles sont exactement dans cette situation que j'évoque ici. Alors, depuis de nombreuses années, si le Cameroun avait instauré la sécurisation familiale, alors aujourd'hui, le président Paul Biya n'aura pas de problème parce que tout le monde sera tranquille. Il n'y aurait pas de mouvement, les gens ne tomberont pas à la rue, il n'y aurait pas de colère. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu une sorte de sécurisation de la famille. On n'a pas trop vu. C'est pour cette raison que les Camerounais sont à la rue. Des pères, les mères seules, il y en a partout, dans toutes les familles. Et les papas, de plus en plus, ne s'en occupent pas. La société ne dit rien. Or, le Cameroun est régi sur cette réponse même sociale qui permet d'organiser la société étape par étape. Au Cameroun, il y a le père, il y a la famille composée des chefs de famille, soit le père et la mère. Dans chaque quartier, il y a le chef du quartier. Et ainsi de suite, les grades vont jusqu'à arriver. Et dans chaque village, il y a le chef du village, il y a des notables. Et ainsi, jusqu'à atteindre le sommet même de la gouvernance, qui est le président même de la République. Ça, c'est la réalité. Or, le Cameroun, qui est régi sur cette base de la construction familiale, rencontre une défaillance. Pourquoi? Est-ce que c'est une condamnation que je fais? Mais non. Mais c'est parce que ce sont des mentalités qui se forgent sur des générations et qui, le fait
de ne pas toucher de près la gouvernance, les gouvernements. En fait, ils se disent que ce n'est pas leur problème. Or, tous les problèmes que rencontrent les gouvernements viennent de cette instabilité dès la fondation de la famille. C'est dire que lorsque le socle même familial est construit avec la plus grande force de sécurisation, en effet, les gouvernances ne rencontrent pas de problème. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, c'est le constat que j'ai fait. En effet, les gouvernements s'arrangent à rafler la gestion de leur pays par les plus riches. Les plus riches vont avoir des droits de ci, les plus riches vont avoir les droits de ça, les plus riches vont... Et les personnes qui sont dans la pauvreté, qu'est-ce qui va se passer? En effet, on va carrément les oublier. Or, ce n'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les familles qui ne sont pas forcément les plus riches ne peuvent pas bénéficier des mêmes atouts que les personnes riches. Et pourtant, quand on voit ce type de gestion familiale, on s'en rend compte que à l'endroit même où on trouve un dérapage, c'est le fait que, statistiquement parlant, le pourcentage des riches est très minorisé dans une société entière et que les autres, qui sont ceux et celles qui sont oubliés, représentent la majeure partie de la société, dont on a l'impression que ce sont les personnes riches qui construisent la société, que ce sont les personnes fortunées qui construisent la société. Je ne peux pas dire non. Mais en réalité, faisons les statistiques et ayons une réponse qui est cohérente. Qui construit la société? Tout le monde. Donc, il ne faut pas simplement rafler je veux dire, le but, en fait. Il ne faut pas simplement regarder le sommet de la société, mais il faut aussi s'interpeller sur ces autres personnes qui attendent les réponses de sécurisation pour gérer une société sans problème. Si on croit que jeter des gens à la rue, diviser, créer des ségrégations, détruire des gens, organiser des rejets, bafouer des droits, sont des façons de gérer la société. Je vais dire que ça marche un temps. D'ailleurs, nous l'avons vu. Pourquoi aujourd'hui, notre société rencontre autant de difficultés? La raison, elle est très simple. C'est que la mauvaise gérance de la société s'est permis de croire qu'à un moment donné, il fallait sélectionner qui allait réussir et qui n'allait pas réussir. Il fallait bafouer le droit. Il fallait organiser la société sur le rejet des uns et l'acceptation des autres. Or, ça n'a pas marché. Or, ça n'a pas fonctionné. Ni dans les esprits célestes, ni dans les esprits humains. Ça n'a pas fonctionné du tout. Tout le monde s'est confronté à cette réalité selon laquelle chacun veut avoir des droits. Chacune veut exister. Et on a une société aujourd'hui qui croule sur une explication complètement illogique. Personne ne comprend comment la société fonctionne désormais. On a beau nous dire que tous les rouages de la société sont compris et organisés, mais les mêmes personnes qui pensent comme ça doivent reconnaître qu'elles ont échoué. Parce que depuis des décennies, ce monde vit et croule sous une détresse sincèrement qui n'est pas explicable. Et nous devons être capables d'avoir un sursaut et de nous poser des questions pour savoir comment est-ce que nous pouvons faire pour changer positivement la gestion de la société en permettant à tout le monde de faire partie de la société. C'est tout simplement la question qu'il faut se poser. Parce que si on croit que
on doit détruire des gens pour construire d'autres, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a des gens qui disent, Karine est contre nous. Mais moi, je suis contre personne, moi. Sincèrement, je ne suis contre personne. L'histoire que je vous prends un exemple, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y a des hommes de nos jours qui font plusieurs enfants avec des femmes et qui, sans toutefois préparer l'avenir de ces enfants, s'évaporent comme ça dans l'air et s'en vont créer une autre vie avec une autre femme, et font d'autres enfants et s'occupent de ces enfants-là en oubliant les enfants qu'ils ont faits avec l'autre femme. Et la société reste bouche bée face à ça. Franchement, c'est révoltant. Comment est-ce qu'on peut construire une société avec le dénigrement des personnes même qui sont appelées à apporter une réponse logique à la société? Comment est-ce qu'on peut se taire face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on comprend que la fondation même de la société, lorsqu'elle n'est pas solide, on peut réussir à monter des gratte-ciels? C'est juste impossible. Si la politique, la bienveillance politique veut bien m'expliquer que par rapport à leur logique, à toutes les grandes études qu'elles ont faites, veut m'expliquer que on a la possibilité de rejeter une famille et construire une autre et construire une société avec le mélange des deux, je vais leur dire que ça ne peut pas marcher parce que la balance est injuste. Je vais leur dire que lorsque on parvient à équilibrer une société, on a la possibilité de progresser. Vous avez déjà vu où? Qu'on dise que il y a une partie de notre corps, par exemple, qui ne fonctionne pas et que l'autre partie fonctionne, c'est très bien. Mais non, il faut que toutes les parties du corps puissent réussir à mieux fonctionner. C'est comme ça que nous devons faire. Voir la famille comme ça, comme un œil, comme une voix, comme je ne sais pas comment vous expliquer, comme un seul corps. Nous devons voir la famille comme ça. Et si nous commençons à poser cette logique sur la famille, nous pouvons construire une société sans octroyer des droits aux uns et bafouer des droits aux autres. Pourquoi, je vous pose une question, pourquoi il a existé la logique de Tarzan? Tarzan, c'est cet homme, je crois que c'est Tarzan, oui, qui vivait dans la brousse et qui à un moment donné a décidé de prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Pourquoi il a existé? Parce que justement, un homme dans notre société est capable de construire une famille et de créer une ségrégation. C'est dire que Tarzan, lui, il se dit, bon ben, je crée une famille et donc je prends l'un et je rejette l'autre. Ce n'est pas normal. Si un homme fait des enfants, il doit s'occuper de ses enfants. Et après, s'il veut faire sa vie, être libre de faire sa vie. Mais la raison est simple. Ce n'est pas parce que cet homme est très gentil, ou il est très poli, ou il est très mignon. Mais non. C'est parce que c'est normal. C'est parce que c'est juste. C'est parce qu'il n'y a pas besoin de négocier. C'est juste une évidence. C'est parce que les gouvernances à travers le monde sécurisent la société pour éviter de créer des Tarzans qui se disent « Pourquoi mon père s'est occupé de tel et pas de moi ?» De nombreux enfants dans des pays grandissent avec ce sentiment. Et quand on les voit tomber dans la rue, dans des grèves pour sortir la hargne, la colère qui est au fond d'eux et d'elles, la société commence à dire « Oh, ces enfants-là font n'importe quoi, on va créer des lois pour les empêcher. » Eh bien, c'est très beau. Créer des lois dans des cœurs qui sont complètement insaisissables. Créer des lois dans des vies qui ne peuvent pas forcément être assujetties à la négociation de la différenciation. Créer des lois pour continuer de bafouer des droits. Ça ne sert à rien. Le plus important, c'est
sécuriser le socle familial, c'est penser à l'avenir. Et quand on construit des générations, on ne peut se permettre d'ignorer la partie même du monde qui construit la société entière aussi bien dans le contexte politique, gouvernemental, de la consommation. On ne peut se permettre cette logique parce que on se doit de protéger la famille. Et qu'on me dise que j'ai raison ou encore que je sois encore dans le déni, je vous dirais que autant je vous ai appelé à une responsabilité collective, à regarder la société avec logique, avec réalité et force. Autant je vous dis que si les familles dans le monde ne deviennent pas les raisons fondamentales de la construction de la société en elle-même, alors croyez-moi, d'ici quelques années, le monde sera insaisissable. Parce que comme je vous avais parlé de l'immigration, ça se transmet. C'est-à-dire que quand on crée l'immigration quelque part, on se dit, ah oui, c'est juste un problème. Mais non, nous avons vu comment ça s'est passé. Une déstabilisation appelle une déstabilisation. Nous devons faire différemment. Nous devons construire le monde avec une logique beaucoup plus humaine, beaucoup plus juste. Quand on voit la société aujourd'hui, on me dit, ah oui, non, mais c'est parce que celle-là, elle ne comprend pas comment fonctionne le monde. Dites-moi comment fonctionne le monde. Donnez-moi le résultat. Si le monde fonctionnait très bien, je dois aujourd'hui reprendre l'écriture. Vous croyez que je serais en train de faire cette vidéo qui dure autant? Ah ben, je serais en train d'écrire. Mais j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour vous interpeller sur cette logique qui est innée en nous et que nous refusons de regarder en face. Nous devons être capables d'apporter des réponses cohérentes et logiques dans ce monde. Ce qui se passe aujourd'hui depuis des décennies, ça a profité à qui? À quel pays? À quel endroit? Personne n'en profite. Pour la première fois dans le monde entier, les courbes de la mortalité a dépassé la courbe de naissance. Vous avez vu ça où? Mais c'est parce que le monde va mal et que nous devons le reconstruire. Toutes ces luttes, toutes ces propagandes politiques ne servent à rien. Ce sont encore des mécanismes et des rouages de la déstabilisation de la société. Que font les personnes qui sont mieux positionnées, qui se disent de toutes les façons on n'a pas de problème? Mais oui, c'est très beau, vous n'avez pas de problème jusqu'à ce que les problèmes arrivent à votre porte. Quand une personne est riche, elle a tout ce qu'il faut, elle n'a pas de problème, des garde-corps, il y a un problème dans la société, un problème dans la société. Mais quand elle est riche et qu'elle doit passer par une grande avenue qui est bloquée par des gens qui sont complètement en colère, là, elle a des problèmes. Quand elle est riche et qu'un jour, elle doit ouvrir son entreprise et que les gens ne vont pas venir travailler à cause de la grève, elle a un problème. Quand un gouvernement est très haut placé et ne prend pas les bonnes décisions politiques et qu'un jour, il doit subir des mois et des mois de grève, il a un problème. En ce moment-là, je vais vous poser cette question. Où est là? Quel est le rôle de la richesse là-dedans? Ce rôle s'estompe, devient inerte et caduque. La gestion du monde n'est pas une raison de la logique utopique. C'est une réalité sociale qui doit s'intégrer dans les comportements, n'étant pas comme un sursaut, mais comme une réalité tout simplement. L'on m'a fait croire que moi j'étais en retard par rapport
à la progression du monde. Parlons-en, puisque vous connaissez mieux que moi. Prenons un tout petit peu le jour. Il est intemporel. Avec tous les changements qu'on voit dans le monde entier, où la famille est complètement oubliée, ignorée, bafouée, rejetée de par ses droits, on pourrait se dire aussi que la famille, que le jour, s'il fallait créer des mécanismes de changement, les êtres humains allaient me dire que dans un monde dans lequel on sélectionne ce qu'on doit manger, on doit décider de comment on doit consommer. Tu ne dois pas manger un fruit parce qu'il a telle couleur. Si tu manges un fruit parce qu'il a telle couleur, en fait, c'est que tu as un problème, c'est que tu es assujetti à tel code. Alors, si tu manges plutôt cet autre fruit, ce n'est pas bon pour toi. Parce que si tu le manges, en fait, tu sors de la réalité. En fait, tu n'es plus dans une famille de code. Donc, ne mange pas une banane parce que la banane est jaune. Et donc, si tu manges la banane, tu es chez les jaunes. Qu'est-ce qu'un bananier vous a fait? Ces arbres qui sont de part et d'autre dans le monde entier et qui poussent sans rien nous demander et qui nous disent mangez, je vous donne. Qu'est-ce qu'un bananier nous a fait? Rien du tout, excepté sa générosité infinie et depuis des millénaires. On doit nous dire, ah non, attention, tu ne dois pas manger un avocat. Parce que si tu manges l'avocat, le fait que l'avocat soit comme ci, comme ça, en fait, tu ne fais pas bien. Oui, les avocatiers sont des arbres généreux qui donnent en abondance, qui produisent sans nous demander d'effort et qui nous donnent des fruits qui disent « Mangez, voilà, je vous donne, je vous apporte l'abondance. » S'il faut consommer, par exemple, une mangue, on doit nous dire, c'est pas vrai. Comment se fait-il que tu manges une mangue? Tu ne sais pas que si tu mangeais la mangue, tu ferais partie de tel groupe. Tu dis, mais quel est le rapport entre le groupe et la mangue? C'est quoi le rapport? Je ne comprends pas. Ah oui, non mais bon, bref. On ne te dira pas ça. Mange pas un kiwi. Parce qu'un kiwi, oui, naturellement, ouais, c'est un fruit bizarre qui appartient à tel groupe. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'un kiwitier t'a fait? Il a un problème avec toi? Sinon, on va te dire, ah oui, non mais, tu sais, les oranges, fais attention. Si tu manges une orange, ça y est, tu es assujetti à tel groupe. Je dis, mais qu'est-ce que l'orange m'a fait? Un oranger, il m'apporte un parfum suave lorsque je passe dans une orangerie. Et les orangers produisent des fruits incroyables. J'ai créé une théorie moi-même qui s'appelle la théorie de l'orange. Et on me demande aujourd'hui, n'achète pas l'orange. La théorie de l'orange, c'est une construction universelle. À partir d'elle, n'importe quelle personne, dans n'importe quel secteur économique, dans n'importe quel secteur social, est capable de construire son projet sans jamais se tromper, sans jamais avoir à faire d'erreur. La théorie de l'orange, c'est cette théorie que moi j'ai, par là, alors il faut le dire, il faut dire la réalité par la force divine, que j'ai construite. Et donc, cette théorie, c'est une théorie qui est juste. Elle n'est pas bafouée, elle n'est pas à rejeter, elle est tout simplement juste. Aujourd'hui, si j'achète l'orange, on va me dire que l'oranger a un problème. L'orange a un problème. Moi, je me dis laquelle? S'il faut que des gens qui ne veulent pas manger l'orange profitent de la théorie de l'orange, alors elles vont courir pour profiter de la théorie de l'orange. Mais quand il s'agit de parler du fruit, la force de la théorie de l'orange, en ce moment-là, doit perdre son éthique. Ce n'est pas normal. L'oranger ne m'a rien fait du tout. Fleur d'oranger, parfum d'oranger, savon à la fleur au parfum d'oranger. Qu'est-ce qui m'a fait? Rien du tout. En langue bamileke, on appelle l'orange puma. C'est
Vraiment, c'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Parce que dans votre logique, qui est une logique d'attaque et de lutte, l'orange, c'est Puma, c'est la main de la mer. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, on ne peut pas... C'est-à-dire que c'est pour cette raison que je ne vous comprends pas. J'insiste sur l'orange parce que j'ai écrit une théorie qui s'appelle la théorie de l'orange. Et je continue. S'il faut qu'on mange des pêches, on va nous dire, ah, tu ne dois pas manger les pêches. Parce que si tu manges les pêches, ça veut dire que tu es de tel groupe. Qu'est-ce qu'un péché vous a fait? Qu'est-ce qu'un péché vous a fait? Nectarine, brugnon, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Une pêche plate, qu'importe ce que vous pouvez dire. Qu'est-ce qu'un péché vous a fait? Un arbre qui pousse dans la nature, sans rien vous demander, devient un problème pour vous. Pourquoi? Quelle est la logique là-dedans? S'il faut que je mange une papaye qui est un aliment qui est bourré de vertus, rempli de bonnes vertus, aussi bien la peau, la chair même de la papaye, les grains de papaye qui soignent énormément de maladies, on va me dire, ah, attention Karine, ne mange surtout pas une papaye. Et je lui dis, mais qu'est-ce que un papayer m'a fait? Je connais même une récitation, je crois que c'est une récitation, je ne sais même plus de qui, on disait que c'est une récitation d'Hugo, qui disait, mon papayer, c'est lui qui m'a crié, ainsi de suite. Bon, bref, qu'est-ce qu'un papayer m'a fait pour que je ne mange pas de papaye? Et prenons un autre cas, le cas de l'ananas. Eh bien oui, voilà, prenons le cas de l'ananas. On va dire surtout, tu ne manges pas l'ananas. Oh, parfum d'ananas. Agrumes avec l'ananas, sorbet d'ananas, glace à l'ananas, je sais plus, parfum à l'encens des fruits, mécanisme des ceci ou des cela à l'ananas, l'ananas avec ses vertus de minceur, de ceci ou de cela. Sincèrement, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que les arbres du monde vous ont fait? Que nous puissions subir une atrocité morale qui crée autant de déficit social à ce point. Pourquoi voudriez-vous nous soumettre à la prison alors qu'on n'a rien fait du tout? Pourquoi ne pouvons-nous pas être libres? Pourquoi ne pouvons-nous pas tout simplement vivre et permettre une émergence globale? Tous les problèmes qu'on rencontre dans la société aujourd'hui surviennent de toutes ces transformations illogiques que vous instaurez dans la société pour conduire la société sur la ségrégation, le rejet, les codes, les couleurs, les numéros, les maraboutismes. Le monde a besoin de vivre. Je vous avais interpellé sur tous ces déficits commerciaux que vous avez instaurés dans le monde. Il y a, depuis l'année 2021-2022, je vous avais appelé à ne pas vous conformer à cette charge qui, en réalité, ne détruit que la stabilité du monde. Vous ne m'avez pas écouté. Vous avez décidé de traîner le monde entier dans la façon dont vous voyez. Moi, je vous ai appelé au sursaut. Je vous ai interpellé à la logique selon laquelle ne divisons pas la société. Vous ne m'avez pas écouté. Vous avez continué avec la ségrégation, la division, les rejets, les séquestrations des personnes, les dominations, les guerres, les divisions de part et d'autre. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Aujourd'hui, voici la réponse. Et vous croyez que la réponse, elle survient sur le marché? Eh bien, la réponse, je vais vous dire d'où elle vient. Elle vient de toutes ces transformations qui ont gangréné depuis des décennies. Ça, c'est la vérité. Quelle est ma faute là-dedans? Vous pouvez m'expliquer si j'ai une faute là-dedans que moi, je vous ai interpellé il y a des années au sursaut? Interpellons la logique d'une façon beaucoup plus cohérente et plus logique. Je me répète, mais ça vaut le coup. Expliquez-moi dans toutes ces transformations, quel est parmi ces arbres fruitiers ou ces aliments, ceux que je n'ai pas cités, ceux que vous avez créés?
Ce sont des réponses, des logiques générationnelles que vous avez bafouées, rejetées, désorganisées. À cause de quoi? De l'avarice, de la voracité, du bafouement des droits. Oui, c'est cela. Ne me faites pas croire que je dois devenir la complice du mal. Non, non. Ce que je veux pour cette société, ce sont tous les bienfaits possibles. Et je vais vous rassurer, je me battrai jusqu'à preuve du contraire pour que cela se passe comme ça. Qu'importe ce que j'ai à perdre ou à gagner, parce que ce n'est pas normal d'accepter ce qui est inacceptable, de tolérer ce qui est illogique, de vendre à un monde un produit, le même produit qui a été vendu depuis des décennies, mais qui n'a pas apporté un résultat cohérent. Parce que je vais vous expliquer, s'il fallait recommencer, je pose la question à toutes ces personnes-là qui se disent, voilà, de nos jours, toutes les façons, les choses sont comme elles sont, le monde est comme il est. S'il fallait recommencer, je pose la question aux gens qui se sont toujours dit, on a gouverné le monde, on a géré le monde est à nous, ainsi de suite. S'il fallait recommencer, comment aurez-vous réagi? Vous aurez continué de diviser le monde? Vous aurez continué de rejeter les gens, de créer des séparations, des divisions, des codes, des couleurs, des numéros pour la consommation? Non. Vous aurez fait différemment. Qui sont les personnes qui écopent aujourd'hui? C'est nous qui écopons, qui perdons les membres de nos familles, qui subissons parce qu'à un moment donné, Dieu a ouvert nos yeux pour regarder le monde différemment et pour interpeller au changement radical afin que les peuples du monde puissent vivre dans la paix. Qui sont ceux et celles qui nous ont contestés jusqu'à preuve du contraire? Ce sont les personnes qui n'ont pas eu cette diligence de comprendre que ce sursaut, il n'était pas simplement humain ou encore intentionnel ou générationnel, mais divin. Voilà ce que je dois vous dire. Si on parle de tous ces changements, vous allez me dire, le monde se transforme. Je veux bien. Parlons-en, puisque vous avez raison, alors que vous avez tort. Prenons le jour. Il est intemporel. Quelle couleur a le jour? Depuis des millénaires, ça se passe comme ça. Parce que quand la théorie du Big Bang nous dit que il a créé des petites fourmis qui sont devenues des petites abeilles, qui sont devenues des petites chenilles, qui sont devenues des petits morpions, qui sont devenus des petits arbres, qui sont devenus des petits cailloux, qui ont grandi, qui sont devenus des ceci ou cela, qui ont généré des arbres, et jusqu'à l'homo sapiens, parce que pour des gens, Dieu n'a pas créé Adam et Ève. Parlons-en. Le jour est intemporel. Il est exactement de la même couleur partout à travers le monde entier depuis des millénaires. À aucun endroit, le jour est différent. On est très content de profiter de cette logique innée qui est assujettie à la réalité même humaine. On est très content d'en bénéficier. Tous les jours, qui n'est pas content de se lever? Tout le monde. On se lève le matin, on s'étire. Oh, il fait jour. C'est le moment de prendre le petit déjeuner. Il y en a même qui ont des codes des petits déjeuners très très bien détaillés. Qui à un moment donné se disent, eh ben, moi mon petit déjeuner au matin, pour moi c'est une histoire personnelle. Très bien. Le jour existe, il a toujours existé et il est intemporel. À quel moment est-ce que l'être humain a compris cette logique? Parce que je vais vous expliquer pourquoi le jour reste le jour et que depuis des millénaires, nous en profitons. Mais la raison, et elle est très simple, c'est parce que la volonté divine a voulu que le jour reste inchangé. Pareil, et que l'être humain n'ait pas un pouvoir sur le jour. C'est pour ça que le jour a été sauvé de toutes les transformations qu'on rencontre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas eu la main mise
pour marabouter le jour. Parce que l'être humain s'est senti incapable de changer la couleur du jour. Parce que l'être humain s'est retrouvé face à une réalité qui le dépasse. Et voilà que le jour, sincèrement, s'est retrouvé sauvé de la main de l'oppression. Le jour a été sauvé. Il s'est dit, heureusement, que l'effet même du jour est intemporel. L'homme n'a pas eu la capacité de mettre la main sur le jour. Alors le jour est resté le jour depuis des millénaires. Les êtres humains se sont habitués. Les êtres humains ont trouvé normal. Ils en ont profité. C'est devenu normal. Tout le monde a normalisé. Ainsi, le temps n'a pas pu subir. Le temps a été conduit comme ça depuis des générations sans subir une transformation maraboutée. Ou encore un changement de couleur. Ou encore un sujet de métamorphose. Et donc, le monde s'est retrouvé, le jour a gardé toute sa splendeur, sa clarté. Heureusement qu'il a été sauvé. Mais alors, quand on parle de la conduite du temps, on est exactement sur les mêmes réponses. Le temps est resté inchangé. Pourquoi? Je vais vous donner la raison. Parce que l'être humain n'a pas eu la capacité d'avoir la main mise sur le temps. Parce que le temps est resté tel qu'il est. Parce que cet effet-là, l'être humain n'a pas été capable de le changer ou de le bafouer. Parlons d'autre chose. Conduisons le temps. Allons à la nuit. Il est resté intemporel. Parce que c'est le pouvoir même divin qui s'est imposé sur lui, sur elle, je vais dire. Et la nuit est restée inchangée. Ça, depuis des millénaires. De nombreuses personnes sont très heureuses d'aller dormir. La nuit, de se dire on va profiter de la nuit. Lorsqu'on parle aux personnes qui se cherchent parfois à se dénuer de morale, elles nous font croire que puisque ça existe, c'est normal. Oui, c'est normal, mais en même temps, ça existe. Et le fait de son intemporalité doit nous interpeller à regarder exactement tout ce qui existe par la logique du temps qui reste inchangé. Les saisons sont les mêmes, nous conduisent pareillement. Et d'ailleurs, parlons des saisons. Tout le monde a des codes saisonniers. Alors, quand on parle des codes de saison, ça interpelle le monde entier. C'est quoi ce sont quoi les codes saisonniers? L'habillement, la façon de préparer ses vacances, où on va, ce qu'on doit faire. Quand on entre dans des saisons, par exemple, en hiver, on se dit, tout le monde cherche à se faire des beaux manteaux, de beaux vêtements chauds. Chacun veut rester au chaud. Chacun sait exactement où aller en vacances. Chacun a envie de faire de sa vie quelque chose de plus chaud pour entretenir l'hiver et passer un hiver merveilleux. Ça, c'est intemporel. On entre dans le printemps et tout le monde est content d'atteindre le printemps. Les beaux jours arrivent. Les fleurs, les arbres fleurissent. Le monde change. Le soleil est beaucoup plus intense. Alors, il faut s'habiller avec des vêtements de printemps. Il faut changer sa garde-robe. Ainsi de suite. On est content. Quand on avance vers l'été, en été, on est heureux. On chante, on organise ses vacances. Est-ce que je vais à la montagne ou à la mer? Qu'est-ce que je fais? Je vais rendre visite à ma famille, à la campagne. Je vais aller vendanger avec mes parents. Je vais récolter. Il y a l'abondance. Il y a toutes ces choses. Ça, c'est beau. L'été est sauvé parce que il est intemporel. Quand on prend
quand on entre en automne, les gens se préparent à l'hiver. Chacun commence à se poser des questions. Toutes les personnes se disent comment est-ce qu'on va préparer notre automne, s'il faut refaire des vacances, il y a la rentrée scolaire un peu qui arrive un peu avant l'automne, ainsi de suite. Bon, tout le monde est content. Voilà. Chacun est content. Pourquoi? Parce que la volonté divine a voulu que ces effets-là ne soient pas maraboutés, ne soient pas touchés, et que ces effets restent quasiment intemporels. Et alors, pourquoi vous changez les choses qui existent par devoir et par coexistence? Pourquoi? Tout comme le jour est inné ou le temps ou les saisons, nous devons être interpellés sur la réalité selon laquelle tout ce que nous avons trouvé dans le monde est inné. Pourquoi devons-nous changer les choses? Pourquoi devons-nous métamorphoser ce qui existe par logique, par évidence, par certitude? Pourquoi il faut changer? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement nous regarder le monde avec la théorie du temps qui est intemporelle? Pourquoi le temps séduit autant? Mais oui, parce qu'il est intemporel, parce qu'on ne le touche pas, parce que par évidence, il y a le pouvoir divin qui est sur le temps, et alors, ces effets sont suivis, sont respectés. Nous avons vu quand le monde a connu une dégradation écologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les êtres humains se sont simplement retrouvés à une variation de temps qui n'a réussi à personne. Les êtres humains ont été obligés d'avoir un sursaut écologique pour mettre en place des mécanismes, des procédés de fonctionnement pour améliorer le temps lui-même. Et nous avons vu que les villes qui subissaient un grand changement écologique resplendissaient, vivaient dans l'éclat et produisaient. Mais alors, toutes les villes qui sont aujourd'hui abandonnées face à des métamorphoses, à l'agressivité humaine, se retrouvent de nos jours complètement désorganisées à travers ces saisons. Donc, ce que nous devons faire, et que ça me paraît très très logique, c'est que pour gérer le monde, il faut aussi penser à la théorie du temps, qui est inchangeable, qui est intemporelle et qui est tout simplement innée. Alors, je crois que j'ai abordé cette question pour que vous puissiez comprendre que gérer la famille, c'est aussi structurer une logique universelle sur les effets innés selon lesquels nous devons les respecter jusqu'à preuve du contraire. Lorsque nous voyons toutes ces personnes qui luttent pour la cause de la vérité et qui malheureusement subissent, on se pose la question de savoir pourquoi. Hier, je regardais la télé et je regardais toutes les associations religieuses à travers le monde. Oh là là, chaque fois qu'on clique sur une association religieuse, c'est magnifique. On entend des gens comme ça plaider pour la cause divine. Et donc, il y a un seul sujet qui m'a interpellée. Et je vais parler sur ce sujet pour justement pour apporter une logique à tous les enseignants qui coordonnent des cultes dans les maisons de Dieu. En fait, ces associés, j'ai entendu une jeune femme poser une question, savoir pourquoi est-ce que on vient dans la maison de Dieu?
La plupart du temps, c'est le constat que j'ai fait et que moi-même j'étais dans cette catégorie de personnes. On vient dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Oh, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je vais utiliser ce sujet pour amortir un peu ces informations que j'ai données. En effet, on vient dans la maison de Dieu parce que on n'est pas simplement un écolier. Non, on vient dans la maison de Dieu pour devenir plus tard un véritable enseignant. Ça, c'est le rôle. C'est ce pourquoi on vient dans la maison de Dieu. On ne vient pas dans la maison de Dieu assister à un culte. On ne vient pas dans la maison de Dieu faire la prière. Naturellement que ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens viennent dans les maisons de Dieu. Mais quand on vient, on franchit une porte ou à laquelle on appelle le nom de Dieu, c'est tout simplement parce qu'on vient pour devenir des professeurs. Que fait l'écolier quand il va à l'école? L'écolier, lui, il va à l'école, il apprend à étudier et il décide plus tard de faire un métier parce qu'à l'école, il a appris. Il décide de faire un métier. Soit de monter sa propre entreprise, soit de devenir un enseignant ou encore de devenir un activiste, peu importe ce qu'on veut. Donc, quand on va à l'école, c'est parce qu'on veut avoir des bagages pour pouvoir transmettre. Et c'est ça aussi la logique quand on part dans la maison de Dieu. On vient pour apprendre. Et quand on ne peut pas transmettre à grande échelle, comme le font certains lieux de culte, on peut déjà transmettre au sein même de sa famille, apprendre les membres de sa propre famille avant d'élargir le cercle, à devenir les futurs enseignants. Et c'est ça qui est important parce que il est urgent de comprendre pourquoi on va à la maison de Dieu. On ne peut pas assister à un culte. S'il ne s'agissait que de ça, n'importe quel passant pourrait l'y faire. Mais on y va pour devenir des professeurs de la parole divine. Parce que, vous savez, de nombreuses personnes n'ont pas compris que la religion a toujours porté le monde entier. De nombreuses personnes ont fait une confusion entre la parole de Dieu et les mécanismes de la logique humaine. Or, la parole de Dieu doit rester une logique qui ne doit pas être mécanisée, doit rester ancrée et innée dans nos comportements. La parole de Dieu est une raison pour laquelle n'importe quelle personne ne doit pas simplement écouter, mais doit se préparer à la fortification, au renforcement de son être. C'est à ça que sert la parole de Dieu, à s'élever, à devenir plus haut, encore plus haut, jusqu'à cueillir le nuage dans le ciel. Quand on apprend la parole de Dieu, ce n'est pas pour rester dans la même classe, non, mais c'est pour évoluer. Oui, c'est pour évoluer. On évolue spirituellement. À force de mettre en pratique les coutumes de Dieu, les traditions divines, en fait, on parvient à s'élever au point de s'asseoir à la table des décisions universelles. N'importe quelle personne peut parvenir. C'est un travail qui est long, c'est un travail qui est difficile. C'est aussi un vote divin, un choix qui n'est pas humain, mais qui émane d'une volonté purement et simplement divine. On ne peut pas choisir, on ne peut pas se dire on décide. Non, c'est la volonté divine qui décide. Et nous devons être capables d'accepter cela. Donc, les personnes qui cherchent Dieu peuvent le trouver. Naturellement que, je ne veux pas dire que je sois plus élevé que d'autres. Il faut arrêter de raconter des histoires.
personne n'est plus élevé ou que ce soit plus que qui que ce soit. C'est la façon d'aimer le monde. C'est la façon de comprendre le monde. C'est la façon de défendre l'entreprise même de Dieu qui permet à chaque personne de s'asseoir à la table des décisions universelles. Oui, c'est ce regard qu'on a sur le monde. On entend la plupart des personnes se dire à travers le monde entier, nous allons défendre l'héritage de nos parents. Oui. Mais nous, si nous ne défendons pas l'héritage de Dieu, comment est-ce que le monde peut fonctionner? Pour que nous puissions faire actionner le fonctionnement du monde, il faut être capable de défendre la volonté divine, de défendre l'entreprise que Dieu a créée, de défendre le monde que Dieu a créé, de regarder combien l'élévation divine peut apporter toutes les réponses à la société. Dieu a créé des êtres à travers ses propres volontés et ses propres mains. Il a fait d'eux des êtres d'esprit, il a fait d'eux des êtres de chair. Et pourtant, de ces mêmes êtres, il a permis qu'ils créent des naissances et que le monde abonde. À ça, nous devons être capables de comprendre cette réalité et de nous y en tenir. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, il ne s'est pas simplement dit « je vais créer un monde ». Mais non, il a créé des gens de par ses mains. Il leur a donné son image. Mais ces mêmes gens sont devenus des personnes qui ne pouvaient pas façonner un être humain de leurs mains, mais qui devaient mettre des naissances pour créer une rupture entre le pouvoir divin et le pouvoir humain. Et à ça, le monde entier s'est retrouvé face à une autre réalité qui est complètement innée, qui évolue depuis des millénaires. On peut changer le contexte. Aujourd'hui, on essaye de changer le monde, de transformer le monde et de nous expliquer par un tas de mécanismes que le monde doit connaître une autre logique. Or, nous devons apercevoir cette logique-là comme étant une volonté qui est innée. Voilà. Une volonté divine. Vous savez, nous sommes souvent très influencés. Que ce soit vous, que ce soit moi-même. Mais lorsque notre influence est juste, alors elle est perçue par la volonté de Dieu comme étant une réalité et non pas comme des rouages. Je vais vous dire que quand on exalte la volonté divine, quand on chante les louanges de Dieu, quand on dit à Dieu qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux, qu'il est compatissant, lent à la colère, qu'il est riche en bonté. En effet, ce n'est pas une façon de négocier, mais c'est une façon de reconnaître la force et le pouvoir divin pour pouvoir construire le monde sur une réalité divine et non pas humaine. Parce que, à travers le temps, j'ai compris une chose. Que les choses innées n'étaient pas faites simplement parce qu'elles étaient... c'est parce que c'était des faiblesses. Mais c'est parce que c'était de véritables raisons des réalités qui ne devaient pas être mécanisées par la volonté humaine. La volonté divine nous a toujours conduits à cette acceptation des effets qui sont innés. Et nous devons regarder ces réalités avec logique et avec force. D'ailleurs même, quand on regarde les mouvements religieux aujourd'hui à travers le monde entier, j'ai souvent dit, on comprend à quel point le monde a besoin, vraiment, le monde a besoin d'un changement qui est radical. Le monde a besoin d'être écouté, le monde a besoin d'être compris.
Le monde a besoin d'avoir des enseignants et des enseignantes qui doivent répondre à la logique innée, à la logique du temps intemporel. Vous savez, je connais un peu la critique que je subis très souvent. On me dit qu'on doit me changer, qu'on doit me remplacer. Je vais vous dire la vérité, je n'ai aucun problème avec tout ça. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème. Quand je vous dis aucun problème, aucun. Papa, il y avait notre Dieu. En fait, il le sait. Il peut témoigner que moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec tout ce que disent les gens. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est parce que de mon côté, je connais Dieu. Je connais qui il est. Je connais comment il fait. Je connais comment il réagit. D'ailleurs, même que je l'ai vu. Donc, quand je le loue, ce n'est pas parce que je suis en train d'attendre quelque chose. Mais c'est parce que, en ce moment-là, je fais juste le devoir. Voilà, c'est un devoir qui est normal venant d'un enfant qui veut louer son père et qui veut aimer son père, qui veut servir son père sans grumeaux, comme on dit. Ma façon d'aimer Dieu n'est pas une relation, n'est pas une façon de démontrer aux gens que j'ai plus de pouvoir devant Dieu. Mais non, qui suis-je? Je ne suis rien. Comparé aux enseignants de Dieu, il arrive des moments où je vous rassure, quand on regarde tous ces lieux de culte, parfois je reste bouche comme ça, bée, face à toutes ces personnes qui ont cette force spirituelle. J'en suis émue. Je reste là comme ça et je me dis, waouh, qu'est-ce que ces personnes sont incroyables. Et je vous rassure, parfois je me dis, je ne suis pas capable de faire ça, c'est la vérité. Je ne peux pas tout faire. J'ai cette humilité-là de reconnaître. Et c'est pour cette raison que Dieu m'aime. Mais parce qu'il sait que je me considère comme un être humain. Et je suis juste moi. Et non pas toutes ces personnes qui cherchent à être ce qu'elles ne sont pas. Parce que je me suffis dans ce que je suis. Et quand je peux demander à Dieu, je demande à Dieu de me procurer quelque chose. Et au moment où il le veut, il le fait. Donc, quand on regarde comment le monde évolue, comment le monde progresse, nous avons simplement envie d'apporter une réalité digne de la logique du temps pour construire le monde. Et je vous rassure, cessez avec tous ces changements qui viennent désorganiser, détruire, déstabiliser le monde entier. On voit aujourd'hui des robots qui font des tests de grossesse. C'est-à-dire que des gens mettent des enfants dans les ventres des robots, enfin des fœtus qui grandissent dans le ventre d'un robot qui est cloîtré sur place, qui ne peut pas bouger, qui est branché à une machine. Le robot est là avec une grossesse, un bébé dans son ventre, un bébé renfermé dans le noir, dans l'obscurité. Le robot est là sur place comme ça, avec un bébé dans son ventre. Et il y a des gens comme ça qui se lèvent pour chanter. Alors que quand les choses innées et intemporelles se passent, quand un bébé est dans le ventre, le bébé se promène. Oui, il est partout avec maman. Maman, elle va à la cuisine, le bébé est là. Maman, elle est au salon, le bébé est avec elle. Voyez-vous, maman va n'importe où, le bébé est là, elle va faire les courses, le bébé est avec maman. Maman est sur les marchés en train de négocier le prix, le bébé entend. Et maman est, je sais pas, elle est en voyage, elle prépare un voyage. Le bébé est dans le ventre en train de dire, ouais, maman va en voyage, on va aller en voyage, c'est génial. Je vais lui donner un coup de poing pour lui dire que, ouais, maman, je suis content, on va en voyage. Quand maman, elle arrive à l'endroit où elle part, quand elle est reçue, le bébé se dit, oh ouais, yes, on est reçu, on est content, on est gentil, maman est gentille, elle est aimée par des gens, elle est aimée. Et quand quand maman veut manger, le bébé se positionne pour dire, qu'est-ce qu'elle veut manger là? Est-ce que ça me convient? Ouh, non, 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 cette femme, elle va pas me donner ça.
quand même, je ne vais pas avaler. Alors, il crée à sa maman de grosses nausées, elle vomit, elle n'est pas bien, elle dit « Oh, je ne mange pas ça, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne peux pas comprendre ». Elle change d'aliment et alors le bébé dit « Ouais, c'est génial, maman a mangé ça, je suis trop content. Ouais, maman, elle mangera ça tout le temps. Pendant une grossesse, elle va manger, elle va manger la même chose tout le temps. Elle va manger des fraises et encore des fraises, elle va manger tout le temps la même chose. » Ou encore un autre aliment, ou encore un autre fruit, ça dépend du pays. Moi, je connais des femmes qui étaient enceintes au Cameroun et qui mangeaient du kaolin, en fait, c'est de l'argile, qui mangent de l'argile pendant toute une grossesse. Mais vous pouvez imaginer, c'est ça la réalité, la différence entre une volonté qui est divine et une volonté qui est purement et simplement humaine. Ça, c'est la différence. Et donc, quand la maman va prendre... Je sais pas, elle veut se reposer, le bébé là, il se repose avec elle. Il est content, il danse, il dit, ouais, maman se repose, on dort. Et parfois même, c'est le bébé qui réveille la maman, qui dit, ah non, maman, réveille-toi, là, j'ai vraiment envie de faire des choses, réveille-toi, maman. Et quand maman se réveille, quand elle va prendre son bain, quand elle organise ses journées, l'enfant apprend à le faire quand il est dans le ventre de sa mère. Et c'est ça, c'est pour cette raison que quand on croit qu'un robot peut remplacer un être humain, on se dit simplement qu'on marche sur la tête. Qu'importe la façon dont les gens ont à voir pour contrecarrer les volontés divines, qu'importe, la réalité reste la réalité. L'évidence en est une. C'est né quand même, quand je vous explique tout ça, tout ce qu'un bébé fait, quand il est encore... En fait, je vais redire ça différemment. Quand je vous explique tous ces apprentissages qu'un bébé fait quand il est encore dans le ventre de sa mère, vous ne trouvez pas qu'il y a une différence entre fait croire que le Big Bang a créé le monde et que le Big Bang a créé des robots et que des robots doivent tenir des grossesses, statuer sur place et ne pouvant rien faire. Mon Dieu, les enfants qui naissent de ces robots ressemblent à quoi? Quand un enfant est dans le ventre, il apprend de son père et de sa mère tout ce qu'ils font. C'est ça la différence qui existe entre l'être humain et un appareil qui est cloîtré sur place en train de répondre par « Robot, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu as envie de prendre? Oui. Non, je suis télécommandé. Non, comment allez-vous? Ah, il n'y a plus de travail, il y a du chômage. Le monde entier regarde tout ça. Regardez comment ça se passe. Ah oui, je suis le robot. Mais quel robot? Mais non, mais franchement, il faut arrêter avec la connerie. Le chômage de masse existe à cause de tout ça. Nous devons regarder la théorie du temps pour construire le monde. Eh bien moi, j'appelle à ça. Je ne peux pas changer. Je reste sur les volontés divines.